Notre groupe a effectivement sur le Q3, dans la continuité des autres trimestres d'ailleurs, délivré une très bonne performance de croissance, à la fois comme vous le citez en croissance globale, portée par les acquisitions du deuxième trimestre, mais aussi par l'opération majeure que nous avons fait en Belgique avec Real Dolmen. Mais au-delà de cette croissance globale, qui est le fruit donc du travail d'acquisition, ce qui est important pour moi, c'est la dynamique de croissance organique. Et au troisième trimestre, la France a fait autour de 12%, l'international un peu plus de 8%. Et je crois que c'est important aujourd'hui de pouvoir démontrer que dans un contexte qui est somme toute porteur d'un point de vue du marché, puisque le digital est omniprésent, mais un contexte qui est quand même très tendu du point de vue des ressources, sur nos gros périmètres, mais partout, je dirais, on arrive à assumer une croissance organique assez forte, portée par une capacité à attirer des talents, une capacité à les retenir, qui sont les deux sujets majeurs pour nous. Donc globalement, on pense que l'année, à fin septembre, on est à 7 et quelques, 7,5% de croissance organique. L'année est aujourd'hui une année dynamique dans laquelle on avait, dès 2017, mis en place tous les dispositifs nécessaires pour assurer cette croissance. Donc globalement, une croissance forte que le groupe, eu égard à sa taille, continue de pousser, d'appeler de ses voeux, d'organiser, et on est ravis de cette performance. Alors, l'essentiel, comme on l'a dit, il vient de la croissance organique, 8% sur 1,1 milliard, c'est 90 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est significatif. La croissance organique, elle est assez bien répartie, même dans notre grand pays, qui est la France, qui représente aujourd'hui 60%, un élément majeur. Vous savez que notre plan, c'est de descendre la France de 90% à 50%. Quand je dis descendre, c'est pas négatif, puisque la croissance est toujours là, c'est descendre en termes de parité. La France continue à bien délivrer, 12% en organique, alors avec un jour de plus, donc à peu près 10 de façon économique sur le T3, est un sujet important pour nous, puisque c'est quand même plus compliqué quand vous faites 800 millions de faire 10% de croissance organique que quand vous faites 10, 15 ou 20 millions, bien sûr. Mais cette croissance, elle est assez répartie dans tous nos périmètres. Vous savez que nos premiers périmètres, la France aujourd'hui, 12%, mais aujourd'hui sur la péninsule ibérique, nous faisons à peu près 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a aussi une très bonne croissance avec un turnover quand même très fort, puisque là aussi, il y a beaucoup de tensions. Dans nos pays d'Amérique latine, nous sommes un peu plus petits, on arrive à croître aussi de façon significative. L'Afrique croît aussi de façon significative. Et puis aujourd'hui, sur l'Europe de l'Est et le Benelux qui vient juste d'arriver, on a aussi cette même dynamique. Donc je dirais qu'on a une activité assez répartie en termes de croissance. Tous les pays aujourd'hui, tous nos clients, tous les acteurs, qu'ils soient globaux d'ailleurs ou locaux, sont concernés par cette transformation digitale. Et donc autant d'opportunités qu'il faut pour nous saisir avec notre agilité, notre industrialisation et notre approche autour des solutions et de l'innovation. Alors on a en 2018 eu deux axes, un axe un peu plus tactique en Q2 avec une acquisition au Mexique qui vient nous renforcer, à peu près nous allons délivrer en pro forma bien sûr autour de 22-23 millions d'euros de chiffre d'affaires, là encore pour servir nos grands comptes, comme BBVA, Santander, Telefónica, des comptes ibériques bien sûr. Nous avons ensuite renforcé nos positions en Afrique avec l'acquisition de Synapsys, qui est un élément tout à fait significatif pour nous, puisqu'on vient avec Synapsys renforcer notre position sur le marché africain, notre capacité aussi à accompagner, comme on le fait depuis longtemps, notre développement sur l'Afrique subsaharienne, en renforçant nos savoir-faire et notre empreinte. Et puis, là encore, créer un autre centre de service au bénéfice de l'Europe pour aller traiter nos opérations de nearshore, voire, comme cela se fait aujourd'hui, égard à l'attention sur les compétences, aussi attirer des talents dans un processus de déploiement global de nos compétences. Donc Tunisie, renforcement significatif pour nous, avec une empreinte française, puisque Synapsys avait aussi une empreinte française. Et puis, vous l'avez appris, ValuePass, qui nous a rejoint au Maroc, qui, là encore, constitue pour nous un élément majeur, renforce nos activités marocaines, positionnement comme leader sur SAP en Afrique, dans le relais de nos activités globales autour de notre branche SAP, qui est supportée par notre activité ROF au Portugal, et qui aujourd'hui est en train de se diffuser, bien sûr,
en Europe, en Belgique, en France, en Pologne, mais aussi en Espagne, mais aussi en Afrique. Et nous souhaitons renforcer cette dynamique. ROF, à travers ces projets, était déjà présent dans de nombreux pays, physiquement en Angola, au Mozambique, en Côte d'Ivoire, avec son nombre de clients. Et aujourd'hui, on pense que ajouter cette brique fondamentale pour nous dans cette branche SAP pour traiter tout le territoire africain, qu'il soit Maghreb, Afrique subsaharienne ou d'autres pays plus anglophones comme on l'a fait, est un sujet majeur pour nous. Et puis dernier point, donc c'est des 3 opérations tactiques de renfort d'expertise, de positionnement, et puis une opération, ce qu'on appelle chez nous Transforming, avec Real Dolmen en Belgique, enfin au Belux, qui vient avec 265 millions d'euros de chiffre d'affaires, renforcer notre position sur un territoire qu'on regardait depuis longtemps, où on était assez petit, 25 millions. Nous sommes aujourd'hui top 3 en Belgique, avec 300 millions d'euros de chiffre d'affaires en Belux. Et dans notre stratégie de développement international, un des axes forts, c'est d'aller capter des territoires où nous avons soit tout de suite, soit à moyen terme, l'ambition et la possibilité d'atteindre le top 5 des fournisseurs locaux. Pour nous, c'est un élément important. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, d'ailleurs au Maroc, où on est en train de constituer une force de frappe significative, et c'est peut-être pas fini, de façon à être un acteur de référent comme on l'est en France aujourd'hui. On est top 8, alors avec les opérateurs télécoms, c'est toujours un peu plus compliqué, mais on est un acteur majeur, 10 000 personnes, 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui nous permet là aussi d'être un acteur de référence capable de traiter des grands comptes, qui ont bien sûr une dynamique propre sur le pays, mais une dynamique internationale. Et donc c'est ce qu'on a fait avec Real Dolmen, et c'est bien sûr ce qui porte notre stratégie. Aujourd'hui, il y a 1,5 milliard en pro forma de revenus pour nous. Vous savez que notre trajectoire, c'est de faire 2 milliards. On avait annoncé ça quand on faisait 1 milliard. On est dans la trajectoire et dans les purs en tous les cas. Alors aujourd'hui en Afrique, on a une histoire qui a été initialisée depuis longtemps avec le Maroc. Nous sommes aujourd'hui présents physiquement avec des agences locales dans 7 pays, même si on intervient dans beaucoup d'autres pays en mode projet, comme on fait historiquement. Notre ambition pour nous, si on regarde aujourd'hui pro forma des dernières acquisitions, on est à peu près à 25 millions d'euros sur le territoire. Je ne compte pas les problématiques de nearshore, je ne compte pas les problématiques de projet one-shot. 25 millions d'euros, notre ambition c'est de monter rapidement à 50, avec là encore la même stratégie, occuper une position forte dans les pays où nous sommes, de façon à être un acteur de référence, capable premièrement de supporter nos grands clients internationaux. Aujourd'hui, Orange, qui est un de nos grands comptes, BNP, Société Générale, et j'en oublie d'autres, Safran et d'autres clients industriels. Deuxième sujet, bénéficier de l'efficience des territoires sur lesquels nous sommes. Nous avons ici un centre de service à Casa, un autre à Tunis qui est en train d'ouvrir. On regarde pourquoi pas sur l'Afrique comment développer des ressources locales. L'idée étant pour nous de devenir un acteur de référence top 3, top 5, qui occupe une position d'acteur économique local. Donc formation, support bien sûr de nos équipes internationales, mais pour former des gens localement, pour délivrer des prestations locales et pour servir en final le marché local, comme on a pu le faire en Côte d'Ivoire avec les procédures administratives que nous avons digitalisées. Donc une vraie dynamique à plusieurs tiroirs, je dirais, qui nous garantissent à terme une vision pérenne du développement de nos activités. Aujourd'hui, nous avons cité les 7 pays sur lesquels nous sommes présents physiquement. Le Sénégal est assez récent, mais on veut s'implanter. Donc on est à la fois en dynamique de croissance organique, donc pour pousser des opérations supportées par une organisation globalisée au niveau de l'Afrique, mais aussi pour, quand l'opportunité se présente, à acheter des petits centres d'expertise de compétences. Donc on est dans une stratégie aujourd'hui où notre offre principale va être basée sur l'intégration de systèmes. Bien sûr, Sage, qui est un élément historique chez nous, J.D. Edwards, maintenant SAP, très forte poussée. Pourquoi pas un sujet majeur autour de l'industrie 4.0. Microsoft, qui est aussi un centre d'expertise chez nous très fort, autour du CRM, autour de l'ERP. Et puis autour de tout ça, venir bien sûr développer des prestations autour de nos softwares, puisque nous sommes éditeurs, 150 millions d'euros, dans le secteur public en particulier, mais dans l'assurance, mais aussi dans le time management ou dans la gestion documentaire, et développer aussi ensuite localement
également des prestations de services locales pour être un acteur local. Donc on est dans cette dynamique de support du développement de nos activités et il est clair que les sous-régions assez classiques en Afrique subsaharienne que vous connaissez bien sont des targets pour nous implanter, nous développer dans cette dynamique. On regarde aussi en Algérie, on a fait quelques opérations one-shot pour pouvoir avoir un pied plus efficace sur le territoire. Écoutez, on vient de le faire avec Valuepass. Je le disais, on est aussi à l'affût, puisque aujourd'hui, avec Valuepass, on devrait avoisiner, je ne vais pas donner de budget, mais autour de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Notre ambition, c'est d'être encore un acteur plus important, donc on regarde s'il y a des opportunités. Toujours dans la même stratégie, être capable de venir compléter notre offre de service ou notre offre d'expertise. Donc on est effectivement toujours à l'affût d'opportunités. Il n'y a pas pour nous ce qu'on vient de faire en Belgique, acheter un acteur majeur transforming, il n'y a pas d'acteur transforming dans le service sur l'Afrique, en tout cas sur l'Afrique, hors Afrique anglophone, Afrique du Sud, Kenya, que je somme à prospective. Et sur les autres pays, on n'a pas d'acteur majeur, donc il y a une constellation de petits acteurs qu'il faut savoir intégrer dans des conditions de développement et de synergie qui soient optimum. Donc on est en discussion depuis très longtemps avec ce nombre d'acteurs. Et on regardera comment on peut continuer, et en particulier, vous le citez, sur le Maroc, où on pense qu'on a encore dans le service des choses à faire. Alors, premier sujet, effectivement, dans la lignée de ce qui est annoncé par notre président, nous avons depuis déjà 2009, nous inscrit l'innovation au cœur de notre stratégie, puisque un des piliers majeurs pour moi du futur des ESN, de leur croissance et de leur performance viendra autour de deux strates que sont l'innovation et les solutions. Donc nous avons déjà inscrit dans notre stratégie de développement l'ouverture de Fab Lab dans chacune de nos implantations. On a démarré bien sûr non pas à la station F, elle n'existait pas, mais au Cargo, là où il y a plus de 200 startups. Nous avons une plateforme qui à la fois est une plateforme d'idéation, mais une plateforme de démarrage d'industrialisation, d'innovation. Notre souci étant dans l'innovation d'être toujours orienté sur le retour sur les investissements, usage, dans une vision très pragmatique. Notre stratégie est plutôt de proposer des solutions opérationnelles industrialisées au profit des usages de nos clients basées sur les innovations technologiques, qu'elles viennent de nos grands partenaires d'ailleurs, éditeurs, ou de start-up. Donc nous avons initialisé ça à Paris, on est aujourd'hui maintenant dans plusieurs villes de province, à l'international, et on regarde pour progressivement ouvrir ces Fab Labs dans une stratégie de réseautage de toutes nos filiales, de façon à pouvoir à la fois communiquer et capitaliser sur les expertises locales, mais aussi d'être un vrai support au business dans chaque unité. Donc cette innovation, elle s'est inscrite parfaitement sur le développement de ce que nous appelons des grandes pratiques chez nous, qui vont porter notre offre, vous les avez citées, les Smart Cities, l'industrie 4.0, le digital banking, le digital retail, et peut-être d'autres demain quand nous avancerons. L'assurance, par exemple, peut être un sujet. Et bien évidemment, dans cette dynamique de développement de nos grandes pratiques, il s'agit bien de porter sur le marché une proposition de valeur globale qui intègre les différentes composantes de nos savoir-faire. Si on prend l'industrie 4.0, qui est un sujet qui vous est cher, nous avons un centre d'expertise mondial du PLM, gestion du cycle de vie produit. Notre offre SAP est un sujet majeur. Nous avons des compétences autour de la maintenance prédictive. On travaille pour Rolls-Royce en centre externalisé et un certain nombre d'autres sujets autour de l'IoT, autour du big data et des plateformes. Que nous avons packagé et que nous portons sur le marché dans une vision marketing globale bien sûr, mais aussi dans la capacité à mettre en œuvre des use cases très pragmatiques. Le parallèle aussi avec Smart City est un sujet important. Les projets globaux de Smart City sont quand même relativement rares et donc il s'agit pour nous à la fois d'avoir une compréhension de l'intégralité et l'entièreté du sujet, mais d'arriver avec des quick wins où on va pouvoir sur un sujet donné, dans le cadre d'un client qui a déjà initialisé des démarches, parce que personne ne part de zéro, être capable de venir apporter un nouvel élément, une nouvelle brique pour évoluer. Et dans ce cadre-là, bien évidemment, on a une initiative au niveau international autour de ce qu'on appelle le upper mid-market ou le mid-market, puisque vous avez peut-être vu que moitié de notre chiffre d'affaires est fait par nos 35 grands comptes, qui est un asset important pour nous, mais nous avons décidé, eu égard à l'évolution du marché, eu égard à l'impact de la transformation digitale
digitale sur le mid-market, dans les grosses ETI, d'avoir une action spécifique, et en particulier dans l'industrie, où là, aujourd'hui, on trouve des industriels obligés, forcés, contraints ou intéressés, peu importe, pour s'adapter à cette transformation digitale, dans la lignée des grands donneurs d'ordre d'ailleurs, qui impulsent, et avec un retard significatif en particulier sur la France. Et dans ce cadre-là, au Maroc, un certain nombre d'industriels français d'ailleurs s'est implanté, et il y a une industrie sur laquelle on doit être capable d'apporter cette dimension. Je répète, dans une vision très pragmatique, il ne s'agit pas d'arriver avec un package global qui peut faire peur, on a le même parallèle sur les smart cities, sujet compliqué, mais d'arriver avec des solutions très concrètes qui ont un vrai ROI, qui permettent de faire des quick wins en se basant sur un des sujets majeurs qui complète ou intègre cette problématique. Donc c'est bien dans cette disposition de pragmatisme, d'agilité qu'on vient apporter des solutions qui ont un ROI assez efficace et pas rentrer dans des effets tunnels pour des PME ou des ETI qui n'ont pas les moyens. Donc bien sûr, le Maroc et l'Afrique est un sujet majeur. On a un certain nombre de grands clients autour de SAP d'ailleurs en Afrique, ou avec Sage, qui aujourd'hui sont nos grands partenaires. Et bien sûr, on va continuer à œuvrer pour les accompagner dans cette vision pragmatisme, retour d'expérience et efficacité. Écoutez, l'année 2019, elle est une année charnière, puisque notre plan 2020, c'est de faire 2 milliards. On va, je vous ai dit, en pro forma, être à peu près 1,5 milliard. On a un marché qui est encore porteur, très dynamique. On a quand même un marché qui est quand même en pression sur les prix. Et nous, c'est la vision qu'on a dans les grands comptes. Il y a toujours cette nécessité pour nous d'automatiser, d'industrialiser, d'être plus innovant, d'être orienté solutions. Donc on est dans la continuité de nos opérations. On continue à faire l'effort et à être performant, et j'espère que Q4 sera en ligne avec le Q3 dans le recrutement. Le gros challenge pour nous, bien sûr, quand on fait des acquisitions, c'est d'intégrer ces acquisitions et surtout de créer de la valeur ensemble, de ne pas les détruire la valeur, mais plutôt voir comment le mix entre Value Pass, nos activités historiques au Maroc et en Afrique, et cette nouvelle ligne de service SAP va pouvoir prendre son élan, et c'est pour ce faire que nous avons décidé de réorganiser nos activités au niveau de l'Afrique, de façon à être encore plus efficace pour intégrer nos savoir-faire, porter l'offre du groupe et faire que chaque pays disposant d'une compétence spécifique ou chaque ligne de service soit capable de rayonner, supporté par l'ensemble du groupe sur tous les territoires africains. Donc on est très confiant pour l'année, et peut-être qu'il y aura d'autres opérations qui se feront sur l'Afrique en termes de croissance pour l'année qui vient. Merci.